je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serais un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas, l'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. On pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Cahier d'un retour au pays natal, Aimé Césaire. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à passer cette heure avec nous. Le 11 novembre, c'est le jour du souvenir, c'est le jour qui rappelle la fin de la Première Guerre mondiale. Et en ce jour, les nations qui ont participé à cette Première Grande Guerre ont observé une pause pour faire acte de mémoire, pour s'incliner devant le tombeau de ce qu'il convient d'appeler le soldat inconnu. Sauf que, précisément parce que c'est célébré en Occident, on a l'impression que dans la manière dont c'est présenté, dans la manière dont les discours sont prononcés, on a l'impression que ce soldat inconnu est un soldat occidental, un soldat blanc. On ne le dit pas, mais il y a dans le subconscient de l'occidental, il y a dans le subconscient de ceux qui prennent la parole, il y a dans l'imaginaire populaire l'idée que ce sont des soldats occidentaux qui se sont sacrifiés pour libérer le monde de la tyrannie, pour
libérer le monde des injustices. Vous savez, ça a un nom, ça s'appelle le racisme de représentation. On va en parler de ce racisme de représentation à cette émission. Et vous verrez que par racisme de représentation, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'outils, c'est beaucoup de subtilités, c'est beaucoup de messages. Et il nous faut à un moment donné nous arrêter devant ce tableau et nous dire, mais comment se fait-il qu'on représente les choses comme ça? Allez donc vous faire une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud. Offrez-vous tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Nous allons ce matin encore nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure, restez là. Je vous reviens après la pause que voici. À bientôt. Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres, Haïti, qui a conquis son indépendance par les armes. 1804-2024, ça fait 220 l'année depuis ancêtres nous ont pris l'indépendance. Ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Dessalines, c'est mon homme. C'est lui qui a fait de moi celui qui peut regarder le soleil en face. 220 ans, crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile, compatriotes perdu l'espoir, mais il y a moun toujours. Vous pensez la fin de sortir dans sa nouille là, Michel Soukar? Depuis Haïtien décide de sortir, n'a pas sorti. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Écoutez bien le mot conscience, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, les amis. Qui ça nous doit faire pour nous changer destin pays pour l'histoire pas juger? On peut prendre état de légitime défense parce que pas personne mon avec, c'est normal pour le défendre tête li. Et c'est là où je vais vous dire qu'il nous faut rééditer le 18 novembre 1803. Et moi, le peuple a décidé. Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita, un grand monde responsable pour discuter honnêtement sur la situation pays et chercher une solution réelle. In order to deal with this, we're going to have to do three things. We're going to have to be resilient individuals, resilient citizens, and resilient leaders. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Après un workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flore Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre là. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, il est dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaiti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point. Voilà, avant la pause, on s'était promis de parler de ce qu'on appelle le racisme de représentation. Le racisme de représentation, il est subtil. Et voilà pourquoi nous avons besoin de prendre le temps de comprendre ce qu'il est, ce racisme de représentation, comment il fonctionne et comment le combattre, comment le vaincre, ce racisme de représentation. Bon, commençons par une définition simple et claire. Par racisme de représentation, on entend la façon dont on se représente l'autre dans une collectivité multiethnique, mais on représente l'autre en le réduisant à un attribut qui est statique, ça veut dire qui est le même, et un attribut dégradant. Je reprends. Par racisme de représentation, on entend la manière dont on se représente l'autre dans une société multiethnique en le réduisant à un attribut statique qui ne change jamais.
par définition, est un attribut dégradant. Exemple. Si je dis mafia en Occident, vous pensez presque automatiquement à la mafia italienne. Si je dis argent, vous pensez presque automatiquement à la communauté juive. Si je dis terrorisme, vous pensez presque automatiquement à la communauté arabe. Si je dis proxénétisme, dealer de drogue, vous pensez presque automatiquement aux Noirs. Mais ça, c'est pas tombé du ciel. C'est parce que on nous a appris à nous représenter soit le juif, à nous représenter soit l'italien, à nous représenter soit l'arabe. On nous a appris à nous représenter le noir de cette manière-là, en réduisant l'autre à un attribut statique et un attribut dégradant. À la question, mais qui est responsable de ce racisme de représentation? Qui nourrit ce stéréotype-là? Qui est-ce qui nourrit ce type de profilage-là, en sorte que l'autre est réduit, n'est-ce pas, à sa plus simple expression, soit à la couleur de sa peau, l'autre est réduit soit à sa langue, l'autre est réduit, n'est-ce pas, à quelque chose de tout à fait banal, et ce trait devient la manière la plus commode de le représenter, de se représenter l'autre. Eh bien, pour répondre à la question, à savoir, mais qui est responsable de ce racisme de représentation, il faut se rappeler comment fonctionne une collectivité. On n'y pense pas toujours, mais toute collectivité vit grâce à ce qu'on appelle des animateurs sociaux. Toute collectivité, toute société, toute civilisation existe parce qu'il y a au sein de cette collectivité, parce qu'il y a au sein de cette communauté, parce qu'il y a au sein de cette société des gens qu'on appelle justement des animateurs sociaux qui, eux, sont responsables, n'est-ce pas, des messages, de la communication au sein de cette communauté. Un bel exemple de cela, c'est la famille. Notre premier contact avec l'humain, notre premier contact avec l'autre, notre premier contact avec la communauté transite par la famille. Et on le sait, aucun enfant ne naît raciste. Aucun enfant ne vient au monde avec des préjugés défavorables vis-à-vis de l'autre, en sorte que ses premiers préjugés, sa première représentation de l'autre, n'est-ce pas, lui sont enseignés, lui sont inculqués, lui sont inoculés au sein de la famille. On remarque qu'un enfant de 6 ans, un enfant de 4 ans, un enfant de 5 ans peut passer une remarque proprement raciste et tout à coup on est étonné, on dit mais où est-ce qu'il a entendu cela? Mais il l'a sûrement entendu dans la famille, il l'a entendu dans un film, il l'a entendu, n'est-ce pas, plus tard à la garderie, parce que la famille c'est justement le premier pôle de représentation dans la société. À part la famille, il y a l'école, évidemment, parce que l'école, c'est, par définition, un lieu de transmission de savoir, pas seulement des savoirs formels, mais également des savoirs informels. Prenez donc un manuel d'histoire. Prenez, exemple, un manuel du cours éthique et culture religieuse, hein, ce cours par lequel on initie le jeune à l'ensemble des religions, à l'ensemble des discours religieux qui se pratiquent autour de lui. Vous allez voir, on va toujours représenter la religion de l'autre de la même manière. Lorsqu'on va vous parler par exemple de l'islam, on va vous présenter une femme voilée, comme si toutes les musulmanes étaient voilées. La vérité, c'est que toutes les musulmanes ne sont pas voilées.
On va vous présenter le pratiquant juif d'une certaine manière, mais d'une manière typique, en sorte que l'enfant se représente de cette manière-là, presque exclusivement l'autre. C'est subliminal, mais c'est l'ensemble de ces images, c'est l'ensemble de ces stéréotypes qui vont faire en sorte que l'enfant, en grandissant, finisse par se représenter l'autre en un seul attribut, en un attribut statique, dis-je, et souvent en un attribut dégradant. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Par pôle de représentation, il faut aussi parler de la manière dont nos collectivités racontent leur propre histoire. J'ai parlé dans l'introduction à cette émission du 11 novembre qui est le jour du souvenir, le jour de la fin de la Première Grande Guerre. Mais si vous prêtez attention, n'est-ce pas, aux documentaires, si vous prêtez attention aux discours convergents, vous allez voir que subliminalement, on est en train de nous rappeler que c'était une guerre, n'est-ce pas, entre des Occidentaux, mais une guerre au cours desquelles des soldats occidentaux se sont sacrifiés pour délivrer d'autres Occidentaux. C'est une façon, donc, d'occulter la participation de l'autre. C'est une façon d'occulter, n'est-ce pas, l'autre pan de l'histoire. Eh bien, les romans nationaux, les mythes fondateurs participent aussi de ce qu'on appelle des pôles de représentation, car c'est ainsi que les collectivités se représentent leur histoire en occultant la participation de l'autre. Un autre outil de racisme de représentation, ce sont les arts. L'artiste, il est libre de se représenter le monde comme il l'entend. Il est libre, n'est-ce pas, de se recréer le monde. Sauf que, souvent, dans sa façon de représenter l'autre, il frappe à ce point l'imaginaire que la collectivité va se référer à cette représentation visuelle, à cette représentation écrite, n'est-ce pas, pour se définir définitivement l'autre. Dans le racisme de représentation, l'humour n'est jamais neutre. Dans le racisme de représentation, la littérature n'est jamais neutre. Dans le racisme de représentation, n'est-ce pas, les médias ne sont jamais neutres, car ce sont justement des courroies de transmission de messages, ce sont justement des pôles de communication au sein d'une collectivité qui va faire en sorte que j'aurai soit une image positive de l'autre ou une image négative de l'autre. Et souvent, on va se poser la question, mais pourquoi, si on pose la question à tel individu, à tel citoyen, s'il est raciste, il va dire non, et pourtant le racisme continue, n'est-ce pas, à faire ses ravages? C'est parce que on ne prête pas suffisamment attention à ce qu'on appelle justement le racisme de représentation qui gît dans la manière dont les médias, dont l'école, dont les religions, dont la littérature, dont l'humour, dont le théâtre nous représentent l'autre. Maintenant qu'on a vu ce que c'est que le racisme de représentation,
qu'on a vu aussi comment il fonctionne dans une société grâce à des animateurs sociaux. Et par animateurs sociaux, vous le comprenez, il ne s'agit pas seulement d'individus, il s'agit, n'est-ce pas, d'institutions, il s'agit de véritables pôles de transmission de messages au sein d'une collectivité. Maintenant qu'on a vu donc ce que c'est que le racisme de représentation, posons-nous la question, mais comment en finir avec ce racisme de représentation? Je voudrais donc voir avec vous, dans les prochaines minutes, quelques outils, quelques moyens pour en venir à bout de ce qu'on appelle le racisme de représentation. Eh bien, on vient à bout du racisme de représentation en prêtant attention justement à ce qui est véhiculé sur l'autre, à ce qui est véhiculé sur nous dans les pôles de représentation par les animateurs sociaux. Et je vous l'ai dit, rien n'est banal dans la manière dont on représente l'autre. Cette semaine, il y a eu une controverse au sein du diffuseur public ici au Canada, Radio-Canada, lorsqu'on s'est posé la question sur ce qu'il faut faire d'un certain épisode, d'un certain feuilleton qui a connu énormément de succès dans les années 90 à Radio-Canada, sauf que dans ce feuilleton à grand succès, on a représenté le noir, on a représenté l'Africain de manière caricaturale, on a représenté le noir, on a représenté l'Africain de manière réductrice. C'était curieux qu'après avoir posé la question, que ce soit des journalistes blancs, des animateurs sociaux blancs qui se sont rencontrés pour finalement dire que l'épisode en question fait partie de notre histoire et qu'on n'a pas à l'enlever. Il suffit d'ajouter une note disant que cet épisode a été enregistré en telle année où les sensibilités culturelles n'étaient pas les mêmes. Deux choses à faire remarquer. Non seulement ce sont des animateurs sociaux blancs qui se sont posé la question, mais c'est encore des animateurs sociaux blancs qui ont fait des recommandations pour savoir est-ce qu'on garde cet épisode ou bien est-ce qu'on ne le garde pas. Or, cet épisode parle justement des autres. Cet épisode parle des Noirs, il parle des Africains. C'est comme si les animateurs sociaux blancs continuent de décider pour des Noirs de ce qu'il faut dire des Noirs à la collectivité. On parle de nous comme si nous étions absents. On décide pour nous du type de récit que l'on doit diffuser sur une chaîne de télévision payée pourtant par les impôts de tous, comme si ceux dont on parle ne pouvaient pas parler par eux-mêmes. Eh bien, ça, c'est du racisme de représentation. Ça me fait rire quand, par exemple, vous vous souvenez, dans la foulée de l'assassinat de George Floyd, quand on a commencé à se poser la question de la nécessité ou non de garder certaines statues d'hommes qui ont fait l'histoire en Occident, sauf que ce sont des hommes racistes ou des hommes esclavagistes, eh bien, tandis que les Noirs étaient dans la rue pour dire qu'il faut se défaire de ces hommes-là, qu'il faut les replacer là où ils doivent être, c'est-à-dire dans des musées, eh bien, il y a eu des animateurs sociaux blancs qui ont pris la défense de ces anciens esclavagistes, de ces racistes-là, au nom du fait qu'ils font partie de notre histoire et qu'on ne peut pas changer l'histoire. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire, toutes nos mémoires, notre rapport à l'Afrique en particulier, pour bâtir un présent et un avenir possible. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast.
Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Il ne s'agit pas de refaire l'histoire, mais il s'agit de recadrer l'histoire de manière à ce que les messages qui sont véhiculés sur l'autre, n'est-ce pas, correspondent à l'identité de l'autre et non à une caricature de l'autre. Puisque par cet exemple de Radio-Canada, on vient de voir que souvent ce sont les autres qui décident pour nous de ce qu'ils doivent dire sur nous et de ce qu'ils doivent garder sur nous dans leur discours qu'ils véhiculent, eh bien, une deuxième façon de vaincre le racisme de représentation, c'est en investissant nous-mêmes, en occupant les lieux de représentation dans une collectivité. Il ne faut plus laisser aux autres le beau rôle de dire qui nous sommes. Il ne faut plus laisser aux autres de jouer le rôle d'animateurs sociaux comme si nous étions, n'est-ce pas, absents du débat social. Heureusement pour nous, il n'y a pas que les médias traditionnels. Heureusement pour nous, il n'y a pas que le journalisme traditionnel. Les médias sociaux sont aujourd'hui à portée de tous. Nous devons les investir, ces médias-là. Nous devons investir les lieux de représentation, les pôles de représentation, de manière à être responsables nous-mêmes du discours qui est véhiculé sur nous. Car, qu'on se le dise, l'histoire, c'est jamais des faits bruts. Qu'on se le dise, le journalisme, c'est jamais la représentation objective d'un fait. C'est un certain récit, c'est un certain narratif d'un fait. Et dès qu'on dit récit, dès qu'on dit narratif, il y a concurrence de récit, il y a concurrence de narratif. Et selon qu'on est plus ou moins favorable à un individu, selon qu'on est plus ou moins favorable à une communauté, selon qu'on est plus ou moins favorable à un groupe ethnique, on va présenter le narratif de manière à le ou à la faire mal paraître. D'où la nécessité pour nous d'investir ces lieux de représentation, d'où la nécessité pour nous d'occuper les champs de représentation dans notre collectivité. Le racisme, on aura de cesse de le dire, c'est d'abord une affaire de sous. En anglais, ils disent money talks. Chez nous, en Haïti, on dit l'argent et les pédioles. Vous savez, quand tu as les moyens économiques de tes projets, quand tu as les moyens économiques de tes prétentions, l'autre ne t'aimera peut-être pas, mais il te respectera. J'étais tellement ravi cette semaine de visionner un documentaire qui fait état d'un véritable mouvement aux États-Unis par lequel les Noirs commencent véritablement à consommer noir, un véritable mouvement par lequel les Noirs qui ont de l'argent aux États-Unis, n'est-ce pas, retirent leur argent des banques qui appartiennent à des intérêts. Ils se trouvent dans d'autres communautés pour les placer dans des banques qui appartiennent à la communauté noire. Mais bravo! Et c'est des gens qui font partie de l'élite, de l'entertainment. C'est des gens, n'est-ce pas, qui font partie de l'élite d'affaires. Ils comprennent
véritablement que le racisme de représentation, c'est une affaire de sous. Et quand on se donne les moyens financiers pour faire avancer ces projets, eh bien l'autre finit par nous respecter. On vainc le racisme de représentation en dénonçant chaque geste de racisme de représentation dans notre société. Et c'est là où j'invite les parents à être vigilants. C'est là où j'invite les parents, n'est-ce pas, à prêter attention à ce qui est écrit dans des manuels scolaires. Il y a une telle façon de représenter le noir, il y a une telle façon de représenter notre culture, il y a une telle façon de nous représenter qui, même si elle paraît banale, cette façon-là, finit par miner la confiance de l'enfant en lui-même, finit par faire croire à l'enfant qu'il est inférieur à l'autre. Nous devons prêter attention, n'est-ce pas, à chaque geste qui ne correspond pas à notre identité, à chaque geste qui nous réduit, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'à notre couleur de peau, pour dénoncer cela et demander que le conseil scolaire, demander que les commissions, demander que le ministère, n'est-ce pas, de l'éducation change cette représentation, car c'est ainsi qu'on nourrit le racisme, c'est ainsi qu'on nourrit le profilage. On vainc le racisme de représentation en faisant acte de mémoire des gestes héroïques de nos ancêtres. À la Première Grande Guerre mondiale, c'est pas moins de 134 000 soldats africains qui ont été enrôlés de force dans l'armée française, et beaucoup ont perdu la vie dans cette grande guerre. Donc pendant que les Occidentaux observent une pause pour faire acte de mémoire des sacrifices de leurs soldats inconnus, nous avons pour responsabilité de faire acte de mémoire des sacrifices que nos soldats à nous ont consentis pour faire du monde d'aujourd'hui un monde libre. L'autre ne le fera pas. Au contraire, l'autre cherchera toujours à occulter notre participation. L'autre cherchera toujours, n'est-ce pas, à ignorer notre participation. L'autre cherchera toujours à faire oublier notre participation. Pour quelle raison? Parce que cela correspond au stéréotype du noir qu'il s'est construit au fil des années. Mais ce sont des chefs d'État des pays noirs qui doivent rappeler par des actes de mémoire, qui doivent rappeler par des monuments, qui doivent rappeler par des bustes que, pas moins de 134 000 soldats noirs ont été enrôlés, entre autres, dans l'armée française lors de la Première Guerre mondiale. C'est la même chose pour la Seconde Guerre mondiale. Combien sont ces chefs d'État occidentaux à se rappeler que pas moins de 400 000 soldats africains ont été enrôlés dans l'armée française, la fameuse force noire, la fameuse armée noire, au sein de laquelle les tirailleurs sénégalais se sont distingués, se sont signalés. Mais lorsqu'on au mois de mai, par exemple, on va se rappeler la fin de la Seconde Guerre mondiale. Très peu d'Occidentaux savent, parce qu'on ne leur enseigne pas, que des soldats africains, que des soldats noirs se sont engagés eux aussi dans le combat pour vaincre la tyrannie. Et puisqu'il faut parler de la nécessité de faire acte de mémoire, combien d'entre nous savent que la jeune République haïtienne avait offert la citoyenneté in absentia à tout juif qui était persécuté en Europe? C'est bien de le souligner, car tandis que le Canada a forcé un bateau rempli de juifs à retourner, n'est-ce pas, en Europe, la jeune République haïtienne a offert un passeport à tout juif qui était persécuté en Europe. Mais ces gestes-là, ces actes-là, nous devons en faire mémoire.
Car si l'on veut changer le racisme de représentation, si l'on veut vaincre le racisme de représentation, c'est à nous de faire acte de mémoire de ce qui marche chez nous. 1804-2024, ça fait 220 l'année depuis ancêtres nous te prend l'indépendance. 220 ans crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile compatriotes perdu l'espoir, mais gen moun toujours. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora parler dans une seule voix, a invité une chita en grand monde responsable pour discuter honnêtement sur situation pays et chercher une solution réelle. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Après workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flor Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton, Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, relez dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaiti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point. Vous savez, c'est une faiblesse ça dans nos pratiques culturelles. Nous n'aimons pas honorer nos ancêtres. Nous ne nous arrêtons pas suffisamment pour faire acte de mémoire, n'est-ce pas, des gestes de ceux qui nous ont précédés et grâce à qui nous existons aujourd'hui. L'Occident est très fort là-dedans, quitte à biaiser l'histoire. L'Occident est très fort là-dedans, quitte à occulter une partie de l'histoire. Eh bien, c'est à nous de comprendre que si nous voulons avoir une meilleure représentation, dans les médias, si nous voulons avoir une meilleure représentation sociale, nous devons faire acte de mémoire de ces gestes héroïques qui ont été posés par nos ancêtres. Conséquemment, si nous devons vaincre le racisme de représentation, nous devons apprendre à organiser des événements qui honorent ceux qui se sont démarqués, ceux qui se sont signalés, soit par leur talent, soit par leur bravoure, soit par leur invention. Vous savez, quand on étudie l'histoire des inventions, nous avons souvent l'impression, et ce n'est pas, n'est-ce pas un hasard, c'est un fait exprès, nous avons souvent l'impression que les grandes inventions sont l'œuvre d'occidentaux, que les grandes inventions, n'est-ce pas, peu importe le domaine, c'est l'œuvre, n'est-ce pas, de mathématiciens occidentaux, c'est l'œuvre d'ingénieurs occidentaux, c'est l'œuvre d'artistes occidentaux. Savez-vous pourquoi? C'est parce que nous, les Noirs, nous, les Afro-descendants, nous ne soulignons pas suffisamment les œuvres ou les inventions des nôtres. Quand nous laissons passer leurs inventions, quand nous laissons passer leurs œuvres, eh bien, l'occidental, lui, il honore les siens. Il souligne, n'est-ce pas, le travail des siens. Et là, on laisse la fausse impression que les grandes inventions, les grandes œuvres, n'est-ce pas, les grands progrès sont l'apanage d'occidentaux. Si nous voulons vaincre le racisme de représentation, nous devons être jaloux de notre réputation de peuple. Quand je dis nous devons être jaloux de notre réputation de peuple, nous devons garder l'œil et l'oreille ouverts pour qu'on ne laisse pas passer ces messages subliminaux que les humoristes passent, n'est-ce pas, sur leur scène au nom de la liberté d'expression. Pour qu'on ne laisse pas passer, n'est-ce pas, ces titres que certains romanciers utilisent au nom de la liberté d'expression. Pour qu'on ne laisse pas passer certains stéréotypes dans des films que les réalisateurs laissent passer au nom de la liberté d'expression. Est-ce que vous remarquez que
jusque-là, et généralement dans des films, il y a des rôles qui ont été conçus spécialement pour nous. S'il y a dans un hôtel des gens qui servent, eh bien c'est des Noirs. S'il y a dans un feuilleton, n'est-ce pas, des proxénètes, eh bien généralement ça va être des Noirs. Eh bien nous ne devons pas laisser passer ces choses-là. Nous devons être jaloux de notre réputation, car ce sont des messages subliminaux qu'on envoie à la société, à savoir un Noir c'est ça, une femme noire c'est ça. Si nous voulons vaincre le racisme de représentation, nous devons réécrire nos romans nationaux. Vous savez qu'il y a de ces formules qu'on utilise parce qu'on nous les a apprises à l'école. Par exemple, lorsqu'on va parler de l'esclavage des Noirs par les Européens, jusque-là, on nous a appris à l'école à utiliser l'expression commerce triangulaire, comme s'il y avait un véritable commerce entre nos ancêtres qui vendaient leurs frères et les Européens qui ne faisaient que les acheter. Nous devons réécrire nos romans nationaux, réécrire nos mythes fondateurs, de telle sorte qu'ils correspondent à nos idéaux, qu'ils correspondent à l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. Salut la famille, Mbote, Otep. Ça fait maintenant 7 mois, oui 7 mois que cette belle aventure a débuté sur YouTube pour le Dr JFA. Auparavant, l'émission n'était disponible que sur les ondes de la radio haïtienne de CPAM et ce pendant 17 ans. Aujourd'hui, nous sommes à travers le monde. Nous sommes 20 000 abonnés. Merci, merci du fond du cœur de soutenir cette chaîne vaudou panafricaine. On est ensemble. Je disais avant la pause qu'il nous faut être jaloux de notre réputation. Voyez-vous, il y a ce vieil adage, mais tellement rempli de sagesse qui nous rappelle que les linges sales se lavent en famille. Vous savez, aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, nous avons un rare privilège de reprendre le contrôle de nos propres narratifs, de reprendre le contrôle de nos propres romans nationaux, de nos propres romans collectifs. Mais cela aussi recèle ses propres dangers, ses propres limites. Grâce aux médias sociaux, eh bien, certains gens font passer, n'est-ce pas, des vidéos qui deviennent virales. Mais quand on regarde le contenu de ces vidéos, eh bien, c'est des vidéos qui envoient un message tellement destructeur de nos communautés. Il y a de ces humoristes, n'est-ce pas, qui prennent plaisir à reprendre des stéréotypes qui nous ont été inoculés pendant la période coloniale, des stéréotypes qui font l'affaire du blanc parce qu'ils confirment, n'est-ce pas, ces préjugés défavorables contre nous. Or, nous voilà qui les reprenons, ces stéréotypes-là, soit dans des blagues, soit dans des films, dans des vidéos, etc. Cela ne nous fait pas honneur. Et quand Dieu dit que nous devons être jaloux de notre propre réputation, n'est-ce pas? Nous devons faire attention à ce que nous véhiculons nous-mêmes dans nos vidéos, à ce que nous véhiculons nous-mêmes dans nos livres, à ce que nous véhiculons nous-mêmes dans nos arts, à ce que nous véhiculons nous-mêmes, n'est-ce pas, que dis-je, dans nos divers modes d'expression. Faisons attention à cela car l'ennemi va l'utiliser contre nous. Lorsqu'il y avait cette fameuse controverse autour de l'utilisation du mot nègre, eh bien, j'ai entendu des blancs dire, écoutez, vous-même, vous l'utilisez entre vous. Pourquoi nous, on ne peut pas l'utiliser? Et souvent, lorsqu'on se fâche contre tel stéréotype, ils disent, mais pourquoi vous vous fâchez quand vous-même, vous le véhiculez dans vos propres vidéos, dans vos propres films, dans vos propres humours? Vous vous demandez où trouver mes livres, simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca.
c'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Cela m'amène à signaler le rôle que 4 grands animateurs sociaux remplissent dans une société. Puisqu'il nous faut combattre le racisme de représentation, eh bien, il nous faut nous intéresser à des animateurs sociaux qui ne remplissent pas toujours leur rôle. Premier animateur social, mais c'est l'école. L'école ne remplit pas son rôle qui est de faire une meilleure représentation du noir aux yeux du noir. Si vous prenez un manuel d'histoire d'Haïti, par exemple, en tout cas le manuel d'histoire dont je me suis servi à l'école primaire, eh bien, quand on parlait de l'arrivée de Christophe Colomb, il y avait une phrase tellement angélique pour parler du génocide dont il allait être responsable, pour parler du kidnapping dont il allait être responsable. C'était que un 5 décembre 1492, Christophe Colomb a découvert Haïti. En ce sens-là, l'école n'aide pas en tant qu'animateur social, dans son rôle de représentation positive, n'est-ce pas que le noir doit faire de son histoire, mais dans son rôle aussi d'animateur social critique pour condamner les torts qui ont été commis à nos peuples. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, il a envahi l'Amérique. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, il est l'auteur d'un génocide terrible. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, il est l'un de ceux dont l'avarice va favoriser le kidnapping de nos ancêtres. Donc, vous voyez, dans ce combat contre le racisme de représentation, l'école doit jouer son rôle. Nous avons commis la terrible erreur à la fondation de nos nations respectives de confier l'éducation de notre jeunesse, de confier l'éducation, n'est-ce pas, de nos jeunes, de confier l'école aux mains de ceux qui nous ont fait du tort. C'était une terrible erreur dont nous subissons encore les conséquences parce que l'école, parce qu'elle a formé une certaine élite, cette école-là continue de transmettre une mauvaise représentation du noir au noir. Et en ceci, le blanc n'a qu'à nous regarder car son œuvre se poursuit. Permettez-moi à ce sujet de citer notre frère Malcolm X qui, dans sa sagesse proverbiale, eut à dire « Seul un fou laissera ses ennemis éduquer ses propres enfants. » Et c'est cette folie que nous avons commise en confiant notre éducation, en confiant notre système scolaire à ceux qui nous ont colonisés, à ceux qui nous ont esclavagisés. En parlant d'animateur social qui ne remplit pas son rôle, donc je viens de dire l'école ne remplit pas son rôle, mais que dire de nos médias? En Haïti, on appelle nos médias, nos journalistes, les hommes de micro, des vendeurs de micro. C'est des hommes qui ne réalisent pas qu'ils sont détenteurs d'un privilège et qu'ils doivent utiliser ce privilège-là pour susciter un éveil communautaire, pour susciter un éveil collectif. Eh bien, ils utilisent au contraire leur position d'autorité, ils utilisent au contraire leur influence pour distraire, ils utilisent, n'est-ce pas, leur influence pour aliéner une population qui est déjà zombifiée. Moi, je les appelle les 4 zombificateurs de nos populations. Donc, on a vu l'école comme animateur social, l'école comme zombificatrice. On voit, n'est-ce pas, les médias, ceux qui sont au micro, mais qui ne réalisent pas que quand on est au micro, on doit pouvoir utiliser cette position, on doit pouvoir utiliser ce privilège pour faire avancer une communauté, pour faire avancer, n'est-ce pas, nos populations. Il y a nos religions. J'ai présenté il y a quelques semaines
une émission sur l'impact délétère des discours religieux sur nos populations. Je n'aurai cesse de le souligner car en vérité, si nos populations sont étourdies, si nos populations ne sont pas éveillées, c'est entre autres à cause du discours zombifiant de nos religions. Peu importe le nom que porte, n'est-ce pas, cette religion, ce sont des animateurs sociaux zombificateurs. Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres, Haïti, qui a conquis son indépendance par les armes. 1804-2024, ça fait 220 l'année les bis ancêtres nous ont pris l'indépendance. Ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Dessalines, c'est mon homme. C'est lui qui a fait de moi celui qui peut regarder le soleil en face. 220 ans, crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile, compatriotes perdu l'espoir, mais il y a moun toujours. Bon, c'est la fin de sortir dans sa nouille là, Michel Soukar. Depuis Haïtien décide de sortir, n'a pas sorti. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Écoutez bien le mot conscience, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, les amis. Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? On peut prendre état de légitime défense parce que pas personne mon avec, c'est normal pour le défendre tête li. Et c'est là où je vais vous dire qu'il nous faut rééditer le 18 novembre 1803. Et moi, le peuple a décidé. Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita, un grand monde responsable pour discuter honnêtement sur la situation pays et chercher une solution réelle. In order to deal with this, we're going to have to do three things. We're going to have to be resilient individuals, resilient citizens, and resilient leaders. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Après workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flor Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre là. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton, Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, il est dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaïti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est où bon là ou bon pas là. Point. Et enfin, les élites traditionnelles. J'ai dit que nous ne sommes pas forts dans l'art de faire mémoire de ce qui a été accompli par nos ancêtres comme acte héroïque, comme acte de bravoure. Mais dans une société saine, quels sont ceux qui sont responsables de faire acte de mémoire? Ce sont les élites. Eh bien, chez nous, les élites font de l'argent, elles brassent des affaires, mais c'est tout ce qui les intéresse. Mais éveiller une communauté, conscientiser une communauté, travailler à son avancement, travailler à sa progression, cela ne les intéresse pas, d'où mon expression, l'école, les religions, les médias et les élites traditionnelles sont les 4 grands zombificateurs de nos communautés. À cet égard, si nous sommes mal représentés aux yeux de l'autre, l'autre n'est pas toujours responsable de cela. Bien sûr que l'autre a ses propres animateurs sociaux, il a son propre agenda, il a ses propres stéréotypes qui font ses affaires, car les stéréotypes qu'il se donne correspondent, n'est-ce pas, à ses visées épistémiques. Il veut faire croire que le noir, c'est ça. Il veut faire croire que l'autre est réducteur à cet attribut-là. Mais nous qui subissons le racisme de représentation,
nous avons aussi notre part de responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité en ce que nous ne sommes pas suffisamment jaloux de notre réputation. Nous avons notre part de responsabilité en ce que nous ne faisons pas toujours la promotion de l'excellence dans nos communautés. Nous avons notre part de responsabilité en ce que nous nous contentons, n'est-ce pas, de ce qui est peu. Nous nous contentons, n'est-ce pas, de ce qui n'est pas normal, de ce qui n'est pas acceptable par l'autre, mais chez nous, nous l'acceptons comme si de rien n'était. Aussi longtemps que nous allons nous contenter de peu, aussi longtemps que nous allons nous contenter du minimum, eh bien notre représentation aux yeux de l'autre sera toujours négative. Eh bien, une communauté est forte lorsqu'elle prend en main, lorsqu'elle prend en charge son propre narratif. Une communauté est forte lorsqu'elle prend en main ses propres mythes fondateurs. Une communauté est forte, n'est-ce pas, lorsqu'elle s'éduque elle-même de telle sorte que les générations à venir puissent bénéficier d'une meilleure image. Nous n'avons rien à envier à l'autre en termes d'intelligence. Nous n'avons rien à envier à l'autre souvent en termes de réalisation. Mais si l'autre continue à nous représenter de manière négative, c'est aussi par notre faute. Parce que notre école, parce que nos discours religieux, parce que nos médias, parce que nos élites ne font pas leur boulot, eh bien l'autre occupe la place vide et il l'occupe à son avantage. Quand Dieu dit que nous sommes aussi responsables de la mauvaise représentation que nous subissons aux yeux de l'autre, c'est aussi pour la manière dont nos pays sont gouvernés. Quand il y a une crise politique en Haïti, eh bien cette crise-là a un impact sur la communauté haïtienne en diaspora. Quand il y a une guerre civile quelque part en Afrique, quand il y a un coup d'État dans un pays africain, quand il y a un problème de corruption, que sais-je encore, n'est-ce pas, dans nos pays respectifs, eh bien ces problèmes-là contribuent à, n'est-ce pas, à nous faire mal paraître aussi aux yeux de l'autre. Donc, c'est un travail de solidarité que nous devons entreprendre, car nous subissons cette mauvaise représentation parce que nos pays aussi sont mal gouvernés. D'où la nécessité pour nos populations d'être réveillées. D'où la nécessité pour notre population, n'est-ce pas, de se prendre en main et de se donner les gouvernements qui vont travailler véritablement pour elles, qui vont travailler véritablement pour leur progrès. Aussi longtemps que nous laissons faire un dirigeant sans lui demander des comptes, aussi longtemps que nous continuons à être passifs, à être spectateurs de notre propre destin, sans exiger ce qu'il y a de grand, sans exiger ce qu'il y a de bon, nous allons continuer à subir ce que j'appelle le racisme de représentation. Donc, c'est un travail qui se fait à deux. Oui, l'autre a des efforts à faire, parce qu'il doit s'efforcer de ne pas me réduire à la couleur de ma peau, de ne pas me réduire à un seul attribut, mais moi aussi de mon côté, j'ai des efforts à faire de manière à envoyer une image d'excellence, une image de bonne réputation, une image de grandeur, une image de progrès. C'est dans ce sens-là que j'ai dit que le travail de représentation sociale, c'est une danse qui se fait à deux. Alors, merci de votre fidélité semaine après semaine. On continue à faire ce qu'on fait très bien. On like l'émission, on la partage dans nos réseaux respectifs et on s'abonne ou alors on invite les autres à s'abonner. Allez, au revoir. Bonne semaine. Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue
sur ce pays de nègres, Haïti, qui a conquis son indépendance par les armes. 1804-2024, ça fait 220 l'année depuis ancêtres de te prendre l'indépendance. Ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Dessalines, c'est mon homme. C'est lui qui a fait de moi celui qui peut regarder le soleil en face. 220 ans, crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile, compatriotes perdu l'espoir, mais il y a moun toujours. C'est la fin de sortir dans sa nouille là, Michel Soukar. Depuis Haïtien décide de sortir, n'a pas sorti. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Écoutez bien le mot conscience, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, les amis. Qui ça nous doit faire pour nous changer destin pays pour l'histoire pas juger? On peut prendre état de légitime défense parce que pas personne mon avec, c'est normal pour le défendre tête li. Et c'est là où je vais vous dire qu'il nous faut rééditer le 18 novembre 1803. Et moi, le peuple a décidé. Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita, un grand monde responsable pour discuter honnêtement sur la situation pays et chercher une solution réelle. In order to deal with this, we're going to have to do three things. We're going to have to be resilient individuals, resilient citizens, and resilient leaders. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Après workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flore Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, il est dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaïti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point.